Bon, nous arrivons à la guerre. Qu'est-ce que vous faites, où vous étiez et comment en Afrique le problème de la guerre s'est-il posé à cette époque? La guerre est arrivée en 40 et nous nous sommes montrés patriotes comme tout le monde, comme un bon citoyen des 4 communes. Les Européens qui étaient là, nous avons demandé au gouverneur par télégramme ou par téléphone à aller servir, allez nous battre. C'était descendu, il nous a répondu que rester où l'on vous disait de rester, c'était encore servir. Alors, et nous tous, nous avons été affectés spéciaux. Nous sommes restés. Ce qui fait que je ne suis pas allé à la guerre, ça m'a trouvé assez goût. Ce qui a été terrible, ça a été surtout la débâcle. C'était juin 40 surtout parce que les journaux ou la radio nous bourraient tellement le monde, nous étions 20 crayons, nous serions les plus forts, tout le monde y croyait, jusqu'au jour où nous avons appris en plein cœur du Soudan ce qui s'était passé en France. En ce moment-là, j'ai eu des grandes gueules chialer comme évidemment c'était leur patrie, quoi. Évoquer le nom de Birago Diop revient tout de suite à parler des contes de Birago Diop. Comment êtes-vous venu à écrire des contes? Je m'ennuyais en brousse, j'avais assez d'à cogiter tout seul, toute une journée à cheval, toute une journée à bicyclette. On me défendait de travailler avec mes infirmiers, ou avec mes instructeurs ou mes vétérinaires africains, sous prétexte que j'étais le chef de service. Alors, à faire des rapports, tout le temps des rapports, ça ne me satisfaisait pas. Et alors, je me suis rappelé tous les contes d'enfants ou ce que j'avais lu, ce qu'on m'a raconté. Oui, tout le monde sait que les contes en Afrique, c'est la littérature orale. Et cette littérature orale est rapportée de génération en génération. Qui vous a initié aux contes africains? Ce n'est pas une création spontanée. Vous avez eu des initiateurs. Il y a quelqu'un qui vous a certainement raconté, ou des gens qui vous ont raconté des contes. Évidemment, comme tous les gosses, on s'endormait toujours sur les cuisses de sa grand-mère, quelque fripé qu'elle soit, comme on dit en Wolof. Tu te couches toujours sur les cuisses de ta grand-mère, quelque fripé qu'elle soit. On commence d'abord par les grand-mères, par la mère, ensuite par les griots ou les mbandakats, parce que j'ai rencontré assez de monde quand même. Et puis alors j'ai été trouvé aussi, même en brousse aussi, quand j'étais en brousse, mais je m'asseyais bien, même quand je ne comprenais pas, je me faisais traduire par l'infirmier ou le vétérinaire africain, parce que ça m'intéressait. Et puis alors j'ai eu surtout un bonhomme qui connaissait tout, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, Mamadou Koumba n'est que un prête-nom, ce n'est que le pavillon qui couvre la marchandise. De tous mes comptes, il n'y en a peut-être pas 4 ou 5 de Mamadou Koumba. Mais j'ai trouvé très commode de mettre ça sous la bannière d'Amadou Koumba. Oui, mais puisque Amadou Koumba est passé et à la littérature et à l'histoire, bon, essayez de nous parler quand même d'Amadou Koumba. Non, c'est Amadou Koumba qui m'a parlé de lui. J'ai dit Amadou Koumba, quand je l'ai rencontré, il avait presque 60 ans, quoi. Au cours d'une tournée du Sénégal au Soudan, entre Kaye et Kilira. Je l'ai trouvé chez un oncle qui était commerçant. Et c'est là où nous avons fait connaissance. Je remontais ou descendais la Falémé, et le soir je rentrais, et en ce moment-là, Amadou Koumba racontait des histoires de famille, et puis alors des contes aussi. Quelques contes, pas beaucoup. J'ai recueilli les contes à la maison, et ensuite, alors surtout, mon grand fournisseur de contes, c'est mon grand frère Youssoupha sur le tard. Aussi. Parce que Youssoupha savait tout aussi. Dans la plume raboutée, vous racontez les difficultés que vous avez eues pour faire éditer les contes, parce que... Oh ben ce n'est pas, non. Ce ne sont pas des difficultés, comme Senghor était là ce jour avec moi, c'est à Senghor que je les ai donnés. Alors c'est Senghor qui a essayé de les porter chez Flamand au Seuil. Et au Seuil, on lui a dit que c'était vraiment trop éloigné de la mentalité française. Exactement. Essayons maintenant, M. Birago Diop, de pénétrer le monde des contes. Ça, mon ami, je vous dis, comme je réponds aux jeunes écoliers qui viennent ici me demander des nouvelles sur mes comptes, ou qui me téléphonent, il y en a même qui me téléphonent pour ce que j'ai dit. Vous avez vos professeurs, vous avez vos maîtres, c'est vous qui devez savoir ce qu'il y a dans les comptes. Moi, j'ai mis ce que je savais, c'est à vous l'expliquer. Je ne suis pas critique. Je ne suis pas capable de vous expliquer mon compte. Je l'ai pondu, disons comme M. Jourdain, quoi. Je fais de la morale sans le savoir. Comment expliquez-vous le succès des contes? Comment vous expliquez le succès? C'est à moi que vous le demandez, j'en sais rien. Mais succès auprès de qui? C'est peut-être de l'orgueil ou de la vanité, mais j'ai écrit toujours pour moi. J'ai toujours écrit pour mon plaisir personnel. Alors maintenant, la réponse est ambivalente, si vous voulez. Comment ça a du succès? C'est que chacun, peut-être, il trouve ce qu'il attendait ou il a trouvé ce qu'il n'attendait pas. M. Birago Diop, vous êtes connu, je l'ai dit tout à l'heure, surtout comme conteur, mais je crois que vous êtes poète aussi.
J'ai écrit des poèmes depuis l'âge de 19 ans. Je les ai ramassés au bout de 40 ans après, je crois bien. C'est leur cellulaire, ce qui veut dire. Oui. Publié en 61. Je fus poète, je ne le suis plus. Et puis surtout, j'ai fait de la poésie pour ma, comment dirais-je, encore comme exercice, encore. J'ai pastiché, j'ai pas plagié, j'ai pastiché, j'ai imité. Je m'en suis fait attraper d'ailleurs parce que pour une des fois qu'ils s'entendaient, Damas et Senghor, ils m'ont dit que mes vers n'étaient pas assez nègres. Et Dieu sait que j'en avais déjà écrit aussi, par la faute parce que je suis esclave de la rime. Je ne peux pas ne pas rimer. Je n'apprécie de poèmes que, pour ça je suis rétrograde, sinon on veut, un peu rétro, et je n'apprécie de vers que rimer. Je ne mords pas à la poésie nouvelle, quoi. Le vers libre pour moi, et ça c'est peut-être mon éducation première, je veux dire, à l'école coranique, l'assonance et l'allitération possible. Je ne sais pas, M. Birago Diop, si vous le savez, mais ceux qui étudient la littérature négro-africaine vous classent, bien que vous en défendiez, parmi les défenseurs de la négritude. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que moi, cette originalité, vous pouvez les compter, mais j'en sors. J'ai vécu de la négritude. Moi, j'en sors, moi. Tandis que les autres s'efforcent d'y rentrer. Pour eux, c'est une boule, c'est, mettons, une autre coco qui veulent casser ou qui veulent rentrer dans la négritude. Tous, tant qu'ils sont, ils s'efforcent d'y rentrer. Et moi, j'en sors. J'ai toujours vécu par les origines, par mon éducation, par mon milieu familial. J'ai toujours vécu nègre. Je suis le point calme parce que je suis dedans. Moi, je suis encore dans la négritude, j'en sors. C'est pour ça que ça m'environne tellement que je n'en parle pas. Je trouve tout à fait normal d'être nègre, bien qu'extérieurement, je fasse le tout bas, si tu veux. Vous écrivez donc vos livres de souvenirs et vous suivez donc aussi l'actualité. Et je crois que vous avez certainement un jugement sur ce qui se passe en Afrique actuellement. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'Afrique contemporaine? Là, vous allez me dire que je reste dans mon jardin ou dans ma thébaïde, mais je lis les journaux, je me les critique moi-même, mais je ne donne pas mon opinion là-dessus. Si je dis que je n'en pense rien, j'aurais l'air d'un imbécile, ou plutôt je ne t'apprendrai pas pour m'attarder. Des réflexions, je n'en fais pas, parce que quand je ne peux pas y remédier, je mets de côté, comme je sais que je n'y peux rien, j'enregistre. Je supporte, mais pour ça, j'y réfléchis pas parce que je sais que je n'aurai pas de solution. Voilà, on va appeler ça de l'égoïsme ou de l'imbécilité, comme vous voulez. Mais du moment que je sais que je n'y peux rien, que ça me dépasse, je ne m'efforce pas. On appelle ça de la philosophie. Regardez. Oui, non, je crois que vous restez fidèle à votre image. Les problèmes politiques ne vous passionnent pas. Vous ne voulez pas en parler. Revenons à l'homme de lettres. Quel conseil, vos patriarches, vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes littérateurs africains? Lire, toujours lire et encore lire, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'ils veulent écrire, on sent quand on les lit qu'ils ne lisent pas assez. Comme ils n'ont plus la chance d'écouter, parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, parce qu'ils ne fréquentent pas les vieux, il n'y a plus de vieux non plus d'ailleurs, moi je suis parmi les vieux, mais ils n'ont qu'un recours, s'ils veulent écrire, c'est lire. Lire, lire et lire, c'est ce que je répète, je rabâche toujours. Quand on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Et ma chance, moi, je crois que c'est ça, c'est que j'ai lu. J'ai tout lu. Lire. Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui qui puisse rendre service à un jeune écrivain? Ça dépend ce qu'il veut faire, quelles sont ses prédispositions. C'est avoué que maintenant, quand j'ai lu sérieusement, je n'ai pas dépassé la moitié du 19e siècle. J'ai plus lu du Rabelais, je me suis arrêté à Anatole France, voilà mes lectures, presque. Tout le reste, maintenant, ce n'est pas sur rien. Tu me parleras de Camus, de Malraux, à ma courte honte, j'ignore totalement. Je lis, mais je ne retiens pas. Il est vrai que je suis trop vieux pour maintenant avoir des empreintes, des estampes. Je crois que c'est une chance que le surréalisme, je n'en ai jamais fait. D'abord, j'étais paysan à Toulouse, parce que jusqu'à présent, il n'y a que Paris. Jusqu'à ce moment où je vivais, il n'y avait que Paris. Il fallait aller se tremper dans Paris. Moi, j'ai eu cette chance, j'appelle ça cette chance. On appelait ça peut-être, comment dirais-je, un manque. Mais j'ai eu cette chance que les années que j'ai passées à Toulouse, ça m'a permis de garder ma personnalité, de ne pas être rentré. Je ne suis arrivé que quand j'étais mûr à Paris, aux années 34. Ce bouillonnement dont tu parles, politico-littéraire, je les ai connus très tard, quand je suis revenu.
Autrement, je crois que si j'avais été à Paris, ben, je n'aurais pas eu la même personnalité. J'aurais été dans ce brouillon mélangé dans les... Quelles sont les qualités ou les défauts des jeunes écrivains d'aujourd'hui, les jeunes africains, les jeunes écrivains africains? De qualité, je n'en vois pas trop. Évidemment, tu me diras que je suis déjà trop vieux et très difficile. Mais plutôt les défauts. De dire les défauts de toi-même, tu feras la reconversion, tu auras les qualités. Je trouve qu'il manque d'humour. Il manque d'humour, naturellement, c'est pas de leur faute, c'est la vie actuelle, c'est la vie de maintenant qui ont fait ça. Ils n'ont pas le temps de rire, ni de... plutôt le temps de sourire. Ils rient peut-être, mais ils ne sourient pas. C'est la nuance. C'est peut-être le mode de vie qui fait ça. Trop de besoins, peut-être. Trop d'embêtements. Mais même le peu qu'on lise, ben, je ne trouve pas. C'est leur défaut. Pour moi, c'est ce défaut. Il manque d'humour. Et pourtant, l'humour est typiquement africain aussi, quoi qu'on en pense. Pas le comique de situation, mais l'humour même des mots. Or, ils n'ont pas les mots vernaculaires, enfin, comment dirais-je, le mot wolof, ou le mot bambara, ou le mot mandingue. Ils n'ont plus appris leur langue et ils n'ont pas assez lu. Voilà exactement ma position dans cette histoire-là. Vous pensez donc que pour bien écrire, même en français, il faut bien posséder sa propre langue? Et connaître les mots qui y correspondent. Parce que, comme je dis, ben, quand j'écris mes contes, ben, si un mot wolof, je ne le trouve pas dans le français moderne, je ne le cherche même pas dans le français banal, je vais le chercher tout de suite dans le vieux français, ou tout au moins le français du 16e ou du 17e. Et je suis sûr toujours de trouver le mot qui compte. Pourquoi vous n'avez jamais écrit de roman? Ben, parce que j'ai le souffle court, disons. Et que je trouve que le roman est factice et manque de... Quoi qu'on dise, ben, ce n'est pas typé, le roman n'est pas typé. Et puis biologiquement, ben, je ne suis pas capable d'écrire parce que le roman ne fait pas partie disons, la tradition ou même la biologie intellectuelle du Sénégalais. Je ne parle pas des autres Africains. Je ne crois que le roman, c'est trop dilué, trop diffluent pour notre mentalité africaine. Monsieur Birago Diop, nous allons maintenant conclure cet entretien qui nous a beaucoup appris. Et je vous laisse le dernier mot de cet entretien. Si vous aviez un message à transmettre, que diriez-vous? Si tu me le souffles, je le dirai. Je n'ai donné ni des leçons, ni enseigné, ni critiqué non plus. Alors je ne sais pas quoi dire. Alors, toujours se poser pour n'avoir ni à s'imposer, ni à s'opposer. C'est bien ça.